Bonjour à tous. Merci de vous être rendu disponible pour ce nouveau live chez WeSeed. Donc aujourd'hui, on est en petit comité, donc je me permets d'activer les micros et caméras de tout le monde. Comme ça, on pourra interagir de façon beaucoup plus directe, si ça va à tout le monde. Donc peut-être avant de commencer, je voulais m'assurer que les micros, l'audio est bon pour tout le monde. Est-ce que vous pourrez me dire si ça fonctionne bien du côté des WeSeeders? N'hésitez pas. Donc encore une fois, on a activé les micros, vous pouvez prendre la parole et ce sera avec plaisir on va interagir avec vous. Sinon, vous avez à gauche, vous avez une petite boule conversation. Là, je vois que Xavier me dit bonjour, c'est parfait. Merci beaucoup Xavier pour votre retour. Vous avez une petite bulle conversation et une bulle question-réponse à laquelle vous pouvez utiliser tout au long du live, poser vos questions et aussi interagir avec nous par écrit. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez utiliser les micros, n'hésitez pas. Donc peut-être avant de commencer, je voulais remercier donc l'équipe de Dianosic pour votre disponibilité. Aujourd'hui avec nous, il y a Philippe, Christian et Émilie. Je vais leur laisser la parole juste après pour vous présenter. Donc, je vous remercie à tous les trois. Euh, et peut-être expliquer un petit peu le déroulé du live pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, l'idée, c'est d'échanger avec vous. Dans un premier temps, je vais laisser les dirigeants de la société présenter et pitcher Dianosic. Et par la suite, on passera vraiment à l'échange questions-réponses. Tout au long du pitch, n'hésitez pas à poster vos questions sur la bulle ou à prendre la parole. Ça sera avec plaisir. Et aussi pour les personnes qui regardent ce live en replay, n'hésitez pas à poster vos questions sur le site. Donc, vous avez accès à la collecte. Vous avez juste un bouton commentaire, questions dans lesquelles vous pouvez poster toutes vos questions. Donc, aux personnes qui regarderont ce live en replay, n'hésitez pas. Sans plus attendre, je vous laisse la parole. Je vous remercie encore une fois pour votre temps. Je vous laisse vous présenter et présenter la société, si ça vous va. Merci Juan Pablo et bonsoir à tous. Et merci de nous avoir rejoints pour ce live organisé par WeSeed. Je vais sans plus attendre passer la parole à Émilie pour qu'elle puisse se présenter et puis ensuite le professeur Christian Debris et je finirai par me présenter à mon tour. Émilie? Oui, merci Philippe. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Émilie Fournier. Je suis directrice scientifique de la société depuis 2 ans. Je suis biochimiste de formation et donc directrice scientifique, ça veut dire que je m'occupe avec l'équipe de tout ce qui concerne le développement du produit, depuis la R&D précoce jusqu'à la clinique. Voilà. Merci Émilie. Alors, je ne sais pas si Christian nous entend. Juan Pablo, je vois que Ouais, son... je ne Ah, sais très pas bien. si Eh vous bien, Christian, m'entendez. si, on t'entend très bien. On te laisse te présenter. Alors, oui, je suis désolé, j'essaie de voir avec la caméra, mais quand on s'est tous mis ensemble, la caméra s'est bloquée. Donc, j'ai essayé de voir comment on peut faire pour le débloquer. Le principal, c'est que vous C'est pas puissiez très grave. m'entendre et je crois que tout va rentrer dans l'ordre. Donc, je suis le professeur Christian Debris, voilà. Donc, je suis chef de service donc en chirurgie cervico-faciale, donc à Strasbourg, et particulièrement spécialisé en rhinologie et en chirurgie rhinologique, de tout ce qui est donc le nez. Merci Christian. Et donc Philippe Bastide, un des trois cofondateurs de Dianosic avec le professeur Christian Debris et Marc Augustin qui a un profil plus de financier. Moi-même, je suis un ancien de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie medtech. J'ai travaillé essentiellement chez Pfizer et chez Johnson Johnson. Voilà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de partager la présentation. Alors, voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais mettre en plein écran.
Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Merci. Ok, Bien. parfait. Alors, je vais juste introduire cette première slide et ensuite je passerai la main à Émilie pour démarrer. Donc, chez Diagnostic, nous sommes des spécialistes de la sphère respiratoire, puisque c'est là-dessus que l'histoire de Diagnostic s'est d'abord construite. Et en particulier, comme Christian Debril l'a indiqué, tout ce qui touche à l'ORL et des pathologies telles que la rhinite allergique chronique et la rhinosinusiite chronique. Mais vous allez voir que Diagnostic, c'est pas que ça, et qu'on développe en fait une plateforme qui a énormément d'applications potentielles, et on va vous en dire quelques mots dans les slides qui arrivent. Mais en résumé, on développe donc, et je m'excuse par avance pour la présentation en anglais, on va parler évidemment en français ce soir, mais voilà, l'équipe est très internationale et on a l'habitude de travailler en anglais, y compris avec les interlocuteurs externes avec lesquels on travaille. Donc on développe des reformulations de molécules existantes, on ne travaille pas sur des nouvelles entités chimiques, avec une application intranasale dans des domaines respiratoires, donc rhinite allergique chronique, rhinosinusiite chronique, mais également neuropsychiatrique et neurodégénérative. Pour la partie neuropsy, on s'intéresse beaucoup et on a travaillé d'ores et déjà dessus à la schizophrénie. Et pour la partie neurodégénérative, on s'intéresse énormément à la maladie de Parkinson. Émilie, je te laisse enchaîner. Oui, merci Philippe. Alors, il y a un mot déjà qui est revenu plusieurs fois dans l'intervention et l'introduction de Philippe, c'est le mot chronique. Donc, nous, on s'adresse vraiment à des patients qui prennent des traitements tout au long de leur vie pour diverses maladies chroniques. Et la caractéristique de ces patients, c'est que dans un grand nombre de cas, ils ne sont pas observants au traitement, c'est-à-dire qu'ils prennent pas ou mal ou par intermittence leur traitement. Et en fait, c'est lié à énormément ce souci a énormément de conséquences. Le premier qu'on voit sur cette diapo, c'est un nombre de décès qui est lié à cette non-observance, puisque les patients qui ne se traitent pas voient leur pathologie s'aggraver. Et évidemment, ça a un coût aussi pour l'industrie pharmaceutique et pour les systèmes de santé de manière générale. Donc, le problème qui est au centre de nos préoccupations, c'est le défaut d'observance des patients. Euh, et donc, pour répondre à cette problématique générale, on a imaginé un système qui est en fait une forme innovante de formulation de médicaments que vous voyez ici à l'écran en haut à gauche. Donc, c'est un insert qu'on dispose dans le nez. Ça n'est pas implanté, c'est positionné à l'intérieur de la cavité nasale. Euh, la procédure pour la mise en place de cet insert que je peux vous montrer ici. Donc, je ne sais pas si, je pense que vous allez bien le voir. C'est pour vous rendre compte de la dimension, parce qu'en général, on a toujours des questions sur l'aspect, la dimension, et puis le caractère, les propriétés mécaniques de l'objet. Donc, c'est un insert qui fait 3 cm de long et qu'on va venir placer grâce à un petit guide que vous voyez ici, qui est aujourd'hui un prototype fonctionnel. Donc pour vous expliquer rapidement, on insère en fait ce guide dans la cavité nasale et puis on va aller positionner l'insert comme ça autour d'une structure anatomique qui se trouve dans la cavité nasale qu'on appelle le cornet. Donc on a plusieurs cornets dans la cavité nasale et je pense que Christian y reviendra ensuite. Une fois ce dispositif positionné dans la cavité nasale, il y reste et va y rester pour longtemps. Et en fait, ça va permettre aux patients qui prennent des médicaments tous les jours de ne plus avoir à les prendre, en fait. Donc, ça élimine les problèmes d'observance puisque le patient n'a plus à y penser. Et ça permet de délivrer au long cours une dose de médicaments qui va être plus faible qu'en systémique et qui va permettre de traiter mieux les patients atteints par des symptômes chroniques.
Donc, comme je l'ai dit, nous, on vise de la libération prolongée. Donc, on travaille sur des traitements de 6 mois, voire 1 an. On a fait en sorte que la procédure soit simple et soit répétable, qu'elle soit peu douloureuse et peu invasive pour les patients. Pour vous donner une idée, le ressenti, ça ressemble un petit peu à un test Covid. Donc, c'est pas agréable, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est assez bien supporté. L'avantage aussi, c'est que on peut traiter, on le verra avec les pathologies qu'on cible en premier, ça fait l'objet d'un traitement local. Et on va administrer une dose faible, beaucoup plus faible que ce qu'on aurait administré en systémique. Et ça, dans beaucoup d'applications, c'est très intéressant, notamment pour essayer de diminuer tout ce qui est effet secondaire. On y reviendra sans doute après. Les 2 encarts que vous voyez en bas, qui sont un petit peu plus foncés, sont spécifiques à une application, pour les pathologies du système nerveux central. Pourquoi? Parce que pour résumer, les gens qui se traitent pour des pathologies du système nerveux central, du type Parkinson, Alzheimer, schizophrénie ou autre, prennent souvent, très souvent, des traitements par voie systémique, par voie orale et à haute dose. Et ces traitements sont souvent associés à des effets secondaires importants. En fait, les traitements, enfin, la dose est importante parce que la biodisponibilité de ces molécules est très faible. C'est-à-dire que sans avaler, en fait, vous allez en retrouver peut-être 3% ou 2% au site cible de la maladie. Et donc, le gros intérêt de la formulation innovante qu'on propose, c'est qu'on va pouvoir promouvoir une voie de transport directe entre la cavité nasale et la base du cerveau par les nerfs olfactifs. Et donc, on va éviter tout ce qui est passage systémique de la molécule et on va cibler directement, on va en fait délivrer le médicament directement là où il est nécessaire. Donc, avec des doses beaucoup plus faibles et potentiellement des effets secondaires également beaucoup plus faibles. Voilà. Donc, je passe la main à Christian Debris pour vous parler un petit peu plus des avantages que cette solution présente dans sa pratique. Merci, Émilie. Effectivement, beaucoup de choses déjà ont été dites. Je crois que l'intérêt sur lequel, effectivement, on table, c'est l'adhérence, en fait, du patient à son traitement. C'est quelque chose qui pose toujours un problème. Quand on est très, très gêné, en général, on le fait, puis après, on oublie, on le refait. Donc, il y a des alternances de traitement et de non-traitement qui peuvent vraiment poser des problèmes sur certaines pathologies, notamment en dehors de la rhinite chronique et la rhinite allergique, et pour lequel déjà, sur ces 2 types de pathologies, le fait d'avoir un insert qui soit posé et ne plus y penser est déjà quelque chose de tout à fait considérable et tout à fait neuf. En ce qui concerne la pose, pour tout ORL qui est un tout petit peu habitué à la chirurgie rhinologique et à manier les endoscopes, c'est une pose qui est facile, a priori qui est rapide, qui est stable et dont la pose, une fois qu'elle est bien mise en place, doit rester tout le temps nécessaire, soit à la résorption du produit, en sachant qu'en général aussi, ce qui avait été déterminé initialement, c'est qu'il soit posé et éventuellement enlevé quand ça peut être nécessaire, le plus rapidement possible, avec une simple anesthésie locale et le moins douloureux possible pour le patient. Donc tout ça est confirmé sur tout à fait d'autres interventions, d'autres types de chirurgie qu'on peut avoir au niveau du nez. Et en ce qui concerne la pose elle-même, au niveau de ces petits renflements que vous pouvez voir d'ailleurs, qui sont les cornets, et notamment les cornets moyens et inférieurs, que vous voyez en haut et en bas, en effet. La pose en elle-même et la conformation
en fait du stent est tout à fait adapté à ça et a été testé sur des modèles qui sont quasiment les mêmes que sur l'homme avec succès. Donc, que dire d'autre? Bah, c'est une véritable avancée, hein. Ça serait tout à fait remarquable de pouvoir substituer en fait ce type de stent et on en espère beaucoup. Et pour l'instant, tout ce qui concerne la dégradation progressive donne des résultats tout à fait remarquables et de poser ça en fait sur des périodes très longues. Donc, comme ça a été dit initialement par Philippe Bastide, au moins pendant 6 mois à 1 an. Et le but est de ne plus le sentir, de plus savoir qu'on l'a. Pendant ce temps-là, le stent diffuse son produit et évidemment de réduire, voire d'annuler complètement la symptomatologie. Ça représente des millions et des dizaines de millions de personnes, voire plus, qui souffrent de ce type de rhinite allergique et de rhinite chronique, qui sont aussi embêtants sur le plan clinique parce que ça donne de l'obstruction nasale, de l'écoulement devant le nez, de l'écoulement derrière le nez avec des raclements de gorge et puis des modifications parfois de l'odorat et gênant aussi sur le plan social, notamment avec des nez qui coulent ou des paroles qui sont très étouffées par tout ce qui est la muqueuse en fait qui est trop gonflée et très très gênante, ce qu'on appelle les obstructions nasales chroniques. Merci Christian. Émilie, je te laisse poursuivre. Oui, donc très bien. Du coup, je rebondis sur la pathologie dont vient de parler Christian Debris. Donc, notre première indication, c'est effectivement le traitement de la rhinite chronique. Alors, donc la rhinite allergique chronique, parce que bon, il y a plusieurs types de rhinite, mais nous, on s'adresse à la rhinite allergique chronique. Donc, c'est des gens qui sont embêtés par des symptômes de rhinite pendant plus de 4 semaines par an. Et nous, on s'adresse à des gens qui ont une forme modérée à sévère de rhinite chronique. Donc, ça ne va pas être des patients qui souffrent d'un petit rhume des foins quand le printemps arrive. C'est des gens dont le quotidien est vraiment impacté par la rhinite chronique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, la rhinite chronique c'est pas une pathologie dont on meurt, ça n'est pas une pathologie classée comme une pathologie grave ou a priori très préoccupante. Ceci dit, ce qui commence à être frappant quand on s'intéresse à la question, c'est que on parle uniquement, donc on a déjà plus de 20% de la population mondiale générale qui est concernée par la rhinite allergique chronique. Et parmi ces 20%, on en a un quart qui va souffrir de rhinite allergique chronique modérée à sévère, donc les patients dont je vous parlais initialement. Et en fait, si on regarde les chiffres, ça fait 400 millions de personnes à peu près. 400 millions de personnes, c'est la population des États-Unis, en gros. Donc, faut s'imaginer l'entièreté de la population des États-Unis qui est gênée qui est gênée tout le temps, le jour et la nuit, par divers symptômes liés à une rhinite chronique. Donc ça, c'est le premier point, c'est, je dirais, le volume de personnes, le nombre de personnes qui sont concernées par ceci. Et le second point à bien appréhender, c'est la comorbidité. C'est-à-dire que la rhinite allergique chronique, c'est pas que la rhinite allergique chronique, c'est tout ce qui va avec. Et donc, les patients qui souffrent de rhinite allergique chronique souffrent aussi également très souvent, dans plus de 30% des cas, d'asthme. Mais c'est aussi des gens qui souffrent d'apnée de troubles, de manière générale, de troubles du sommeil, d'apnée du sommeil, de dépression, d'anxiété. Il y a tout un tas d'études qui lient en fait la rhinite allergique chronique à diverses comorbidités qu'on ne voit pas effectivement de prime abord. Mais en fait, je dirais que la rhinite, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Donc ça, c'est un, c'est un problème qui, en vérité, en termes de chiffres, est absolument colossal. Notre deuxième indication, c'est celle de la sinusite chronique.
sur laquelle je vais passer un petit peu moins de temps, mais pour laquelle on propose le même type de traitement, mais sur une durée plus longue de 12 mois. Sur le panneau de droite, vous avez les 2 indications auxquelles on s'intéresse particulièrement pour les pathologies du système nerveux central, avec la schizophrénie et la maladie de Parkinson. Donc, on voulait aussi vous parler de la concurrence dans le domaine. Donc, vous voyez qu'en fait, elle est relativement faible. Donc, sur la gauche, le panneau de gauche, vous voyez notre produit donc, qu'on appelle Harris. Au milieu, un produit qui a été développé, alors maintenant racheté par Medtronic, mais qui s'appelle donc Sinuva. C'est cette espèce de petit implant un petit peu en forme d'araignée. Alors pour le coup, c'est plus un implant, on va dire, qu'Aris, parce qu'il est positionné à l'intérieur d'un sinus suite à une chirurgie. Donc je vais pas rentrer dans les détails anatomiques, mais si vous avez des questions, vous pourrez les poser au professeur Debris, qui vous expliquera où c'est placé. Et c'est un produit en fait qui ne traite que, enfin qui est destiné à ne traiter que la sinusite. C'est aussi un implant à élution de principe actif qui est également un corticostéroïde, mais pas le même que le nôtre. La durée de traitement est de 3 mois, donc plus faible que la nôtre. Et alors, ce qu'on a appelé la target daily dose, mais c'est un petit peu abusif dans le domaine dans lequel on travaille, mais la dose journalière estimée est à 15 microgrammes, donc elle est plus faible que la nôtre. Et surtout, elle nécessite une procédure chirurgicale préalable. Sur le panneau de droite, vous avez un produit qui n'est pas encore sur le marché, qui est encore en développement, qui est développé par une société qui s'appelle Lyra Therapeutics. Le médicament candidat s'appelle LYR210. Il est également indiqué pour la sinusite chronique, là pour un traitement de 6 mois avec la même molécule que Sinuva. Et la dose proposée journalière est plus importante. Là, on n'a plus besoin d'une procédure chirurgicale pour le placer. Et donc, ça, c'est un produit qui est en phase 3, qui est en train d'achever sa deuxième phase 3. Donc, rapidement, là, vous voyez bien les facteurs différenciants pour Harris. Donc, nous, on s'intéresse en première intention à la rhinite, on est les seuls. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui au long cours pour la rhinite allergique de ce type. Ça n'existe pas, à notre connaissance. On vise aussi à traiter la sinusite comme Sinuva et Lyra. Mais ceci dit, avec une durée de traitement plus longue et avec une dose de corticostéroïdes délivrée plus importante également, et une procédure, comme on l'a déjà expliqué, qui ne nécessite pas de chirurgie. Merci, Émilie. Alors, je vais enchaîner avec le sujet de la propriété intellectuelle, des brevets. On a beaucoup travaillé sur la partie IP, sur les brevets, parce qu'on considère que c'est stratégique. Et donc, on a protégé plusieurs éléments sur notre technologie. On a protégé d'abord la forme de notre insert, que vous avez vu tout à l'heure. On a protégé ensuite la formulation. Et puis, on a protégé le guide de déploiement, ce qui sert à aller positionner l'insert dans la cavité nasale. Au total, ça nous donne 3 familles de 10 brevets. Donc, il y a une trentaine de brevets dans le package. Et on en a aujourd'hui 9 d'ores et déjà qui sont délivrés. Dans les géographies que vous voyez en bas à gauche, à l'exception du Canada. Donc, on est présent sur toutes les grosses géographies, sur tous les gros pays stratégiques. Et on va continuer à récupérer des brevets au fil de l'eau. On s'interdit évidemment pas de continuer à être agressif sur le sujet, au niveau de nouveaux types de formulations sur ces axes qu'a évoqué Émilie dans le domaine du système nerveux central, en l'occurrence la schizophrénie et la maladie de Parkinson, puisque vous avez bien compris que entre la rhinite et la sinusite, qui nécessite l'utilisation d'un corticoïde qui sera encapsulé dans cet insert, là, on parle d'autres molécules qui seront utilisées
pour la schizophrénie et la maladie de Parkinson, d'où la possibilité de breveter à nouveau des formulations différentes. Et puis de la même manière, si notre guide de déploiement, parce qu'on va positionner le produit à un endroit légèrement différent, est amené à évoluer, on viendra là aussi déposer des brevets. Donc, in fine, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est très agressif dans un sens positif pour protéger quelque part les actifs de la société. Notre business model, il est assez simple. On travaille avec une CDMO, une Clinical Development Manufacturing Organization, qui est basée en Belgique, qui dispose de toutes les compétences nécessaires pour fabriquer le produit que vous avez vu selon notre cahier des charges. Ces compétences-là sont extrêmement difficiles à trouver. On ne les a pas trouvées en France. On a été les chercher en Belgique. J'en profite pour vous indiquer d'emblée qu'on a émis le souhait très tôt chez Dianosic de ne pas s'implanter dans des destinations un peu trop exotiques à notre goût, comme la Chine ou des pays comme l'Inde. On considérait que le développement de la société et la création de valeur devaient se faire en France ou à minima en Europe. On est sur des niveaux de marge qui sont compatibles avec ce qu'on observe dans le domaine de la pharma. On utilise une plateforme et on utilisera une plateforme logistique qui permet de gérer le stockage, la facturation, la distribution des produits. Et ensuite, l'idée, c'est de travailler avec des distributeurs ou des acteurs qui disposent d'une force de frappe commerciale pour passer à l'échelle au niveau business, sachant que dans ce cadre-là, les clients sont les hôpitaux et au sein des hôpitaux, comme vous l'avez compris à travers la présentation de Christian Debris, ce sont les ORL qui seront les médecins qui vont poser ce type de produit dans la cavité nasale des patients. En termes de projection de vente, on est vraiment sur des choses qui sont assez ambitieuses, mais compte tenu du potentiel, ça nous semble réaliste, d'autant plus qu'on a un premier comparable avec le produit qui a été, enfin les produits qui ont été rachetés par Medtronic fin 2021. Donc, on envisage 5 ans après lancement pour ces différentes verticales, un total cumulé d'un peu plus de 600 millions d'euros sur les géographies que vous voyez en jaune à droite. En l'occurrence, les US et ce qu'on appelle la zone IMIA, donc Europe, Middle East et Afrique. On a une équipe qui dispose vraiment des compétences indispensables pour faire avancer ce projet de manière efficace. Des gens expérimentés dans le domaine du general management, de la création de start-up, de la finance, du business développement, dans le domaine de l'ORL en particulier, du strategic planning, du réglementaire, de l'expertise dans le domaine CMC, qui est une expertise clé dans notre domaine, pour notre projet, des experts dans le domaine des polymères, du marketing, de ce qu'on appelle la professional education, les gens qui vont aller former les médecins au geste avec ce type de produit quand ils ne le connaissent pas, puisque Christian Debris a évoqué tout à l'heure que c'était un geste simple, ça ne nécessitera pas des heures et des heures de formation, et puis de la préclinique. Donc on a vraiment une équipe qui est assez complémentaire, qui dispose de plein de compétences pour nous aider à avancer de manière très très pertinente sur le projet. Et à côté de ça, on a 2 boards. On a un board scientifique de très très haut niveau, que même des grosses boîtes comme Medtronic peuvent nous envier, avec des experts de renommée mondiale. Christian Debris en fait partie, mais vous avez aussi le docteur Levin, le professeur Zara Patel, le docteur Pablo Stolovitsky, le professeur Claire Hopkins, le professeur Wietske Fokkens. Ces experts-là sont des experts de renommée mondiale dans le domaine de la rhinologie et ont choisi de nous accompagner pour nous aider à avancer. Et au niveau du board stratégique, on a là aussi un excellent mix entre des gens qui ont une expertise du domaine de la medtech, de la pharma, du financement de projets innovants, du monde de la start-up. Donc, tous ces gens-là nous aident aussi à avancer, à alimenter nos réflexions stratégiques.
Euh, Au niveau de la roadmap, ce qu'il faut retenir, c'est une slide assez touffue, mais je pense que le plus important pour vous, c'est ce qui se trouve là, dans un premier temps, en haut. Notre objectif principal à brève échéance, c'est d'arriver à cette milestone que vous voyez là, le premier rond jaune, en octobre 25, qui est la fin de notre essai clinique de phase 1 dans le domaine de la rhinite allergique chronique. Une fois qu'on aura atteint cet objectif grâce à cette levée de fonds de 7 millions en equity que vous voyez en haut, mais aussi grâce à l'intervention de WICID et d'autres types d'acteurs, on aura un point d'inflexion de valeur extrêmement significatif pour la société qui nous mettra sur des rails voilà, pour envisager la suite avec sérénité et in fine une sortie, puisque c'est la vocation de la start-up, aux alentours de la fin de l'année 2028. Pour terminer, dernière slide, et puis on va ensuite vous donner du temps pour nous poser des questions. Si on essaye de récapituler ce qui a été réalisé jusqu'à présent et quelles sont les prochaines étapes critiques, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a généré des données précliniques in vivo, donc chez l'animal, qui sont d'ores et déjà extrêmement robustes. On a, alors c'est pas 8, c'est 9 brevets délivrés sur 3 familles de 10. On a aussi ce qu'on appelle des études de liberté d'exploitation, Freedom to Operate Studies, qui ont été faites et qui sont positives. On a déjà du feedback de la FDA et d'une agence en Europe sur notre plan de développement clinique qui nous a apporté beaucoup d'éléments positifs et qui nous a rassurés sur ce qu'on souhaitait mettre en œuvre. Et puis, dernier point, qui est un point plus financier, on a jusqu'à présent depuis la naissance de la société, levé un peu plus de 7,5 millions d'euros, ce qui est aussi quelque part un gage de sérieux et de potentiel pour ce projet. Et tout ça, je dirais, combiné, nous a permis aujourd'hui d'obtenir 4 letters of intent, donc des marques d'intérêt fortes de la part de 3 fonds d'investissement et de 2 acteurs corporate internationaux qui génèrent plusieurs milliards de chiffres d'affaires euh, et qui devraient nous permettre voilà, d'avancer sur les années qui viennent. En termes de prochaines étapes critiques, eh bien, je vous l'ai dit juste avant, on doit finaliser notre étude de phase 1 dans la rhinite allergique chronique avant la fin de l'année 2025. On doit également continuer à... excusez-moi. On doit également continuer à développer de la donnée animale sur nos verticales additionnelles, en l'occurrence la schizophrénie et la maladie de Parkinson, pour nous mettre en bonne position pour la suite. Tout ça se fait pas sans des ressources humaines de qualité, donc on va aussi recruter des profils clés dans le domaine des affaires réglementaires, mais spécifiquement pharma, des affaires médicales et des opérations cliniques. Et donc, pour tout ça, on va avoir besoin de ces fameux 7 millions dont je vous ai parlé là aussi sur la slide précédente et qui vont nous permettre, ces 7 millions, d'arriver jusqu'à la fin de cette étude clinique de phase 1 qui sera une milestone absolument capitale pour Diagnostic. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse maintenant nous poser toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. Parfait, merci beaucoup Philippe, Christian, Émilie pour votre présentation. Donc pour ceux qui sont arrivés en retard, je vous rappelle, vous avez la possibilité maintenant d'échanger en direct avec les dirigeants de la société. Nous avons activé les micros, donc n'hésitez pas à prendre la parole pour poser vos questions. Vous avez tout en haut à votre droite le petit bouton microphone pour l'activer. Si vous préférez, vous pouvez poster aussi vos questions sur les bulles dédiées à votre gauche. Conversation, questions-réponses. Vous avez une petite bulle dans laquelle vous pouvez poster vos questions. Donc la parole est à vous, Wissider, n'hésitez pas. La plus dure, c'est toujours la première. Oui, c'est ça.
Bon, juste en attendant, juste rajouter pendant ce temps-là que pour revenir sur la clinique en elle-même, hein, qui est notre pain quotidien, c'est qu'effectivement, l'obstruction nasale que vous avez tous eu dans des grosses viroses et tout entraîne des conséquences. Quand c'est 8-15 jours, déjà, vous vous en souvenez, mais quand ça dure 6 mois, 1 an ou des années, et donc ça pose des véritables problèmes, comme ça a été dit. C'est notre pain quotidien à la fois de consultation et ce système va très probablement diminuer fortement les interventions chirurgicales qui sont des réductions de volume, mais qui ne sont pas forcément physiologiques, tandis que là, il faut quand même le repréciser, ça reste totalement physiologique et ça évite de prendre des traitements féroces qu'on appelle par exemple de corticothérapie qui sont beaucoup plus toxiques qu'au niveau du nez où là, il n'y a pas de diffusion autre. Voilà, là, c'est pour la partie rhinite et que toute la qualité de vie est absolument essentielle. Avec l'obstruction, c'est les sinusites, c'est le fait de mal dormir, comme a dit Émilie, c'est aggraver des apnées du sommeil. Enfin, le nez est un organe éminemment important qu'on oublie, sauf quand on est très malade avec ou qu'on porte une obstruction tout au long de sa vie, sans compter l'odorat et tout le reste. C'est un élément absolument majeur, hein, on s'en rend très très bien compte dans les interventions chirurgicales par ailleurs. Voilà, pour bien revenir sur la qualité de vie qui est le number one, en fait, de tout ce développement. Et je crois que tout le monde a souffert une fois, au moins dans sa vie, d'avoir une virose très très forte. Imaginez ça pendant des années. C'est exactement le but qu'on va avoir. Donc, il n'y a pas de question. Juste un petit mot aussi que je voulais rajouter, mais qui a très bien dit Milly aussi, sur les diffusions au niveau neurologique. On a la chance, entre guillemets, au niveau ORL, d'avoir une diffusion par ce qu'on appelle la plaque olfactive, ces petits trous qui sont situés à ce niveau-là derrière, qui sont assez complexes d'abord, mais pour un chirurgien rhinologiste qui ne pose pas de problème, et qui est la seule manière, en fait, de pouvoir diffuser sans faire de dégâts autres au niveau de la barrière, ce qu'on appelle l'hémato-encéphalique, et de pouvoir diffuser effectivement des médicaments, et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et n'importe comment, c'est quelque chose qui va remarquablement bien se développer dans les années à venir. Il faut imaginer que tous les médicaments au niveau du cerveau, le cerveau empêche complètement toute la diffusion de médicaments, sauf par ces petits trous en fait, qui sont situés en arrière du nez, par laquelle d'ailleurs passent les fibres olfactives. C'est par là où vous sentez, où les molécules arrivent et elles traversent directement en fait la méninge pour aller en fait au niveau du cerveau. Et ben c'est par cet endroit-là où ces médicaments peuvent remarquablement bien se disséminer. Ça, c'est une véritable spécificité de la société, couplée en fait à notre expérience ORL. Merci beaucoup, Merci, Christian. Christian. Merci pour cette explication technique, c'était très clair. Je reprends du coup la première question. Est-ce que les traitements distillés par l'implant, dans le cadre du sinusite chronique, syndrome de Vidal, sont-ils exclusivement à base de corticoïdes? Alors, de manière générale, oui, tout est à base de corticoïdes. D'ailleurs, dans un syndrome de Fernand-Vidal, souvent associé à l'asthme, mais on ne va pas rentrer dans toute la pathologie. Les traitements, c'est des corticoïdes locaux, c'est des lavages du nez, et puis c'est surtout des cures de corticoïdes péros, qu'on appelle par la bouche. Bien que dans le syndrome de Fernand-Vidal, on a des nouvelles molécules aussi assez complexes qu'on appelle l'immunothérapie, qui sont faites par injection, donc pas de manière locale, mais par injection. Donc, la réponse, c'est la diffusion de corticoïdes, oui, mais la diffusion d'autres médicaments, oui, de la même manière, mais step by step, chaque chose en son temps. L'immunothérapie donne aussi des bons résultats, mais un certain nombre d'inconvénients. Et les choses seront certainement au fur et à mesure, en fait, associées aussi à des diffusions locales. On peut très bien l'imaginer à distance, mais on démarre par le plus classique, ce que tout le monde fait, c'est-à-dire par les corticothérapies locales avec très très faible diffusion. Et ça, c'est très important dans la morbidité au niveau de l'organisme. Ça reste strictement local et ça passe quasiment pas les barrières. Très clair. Merci pour cette réponse. Donc, au Wisider, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez ou poster vos questions sur l'espace dédié. Je vais peut-être prendre une question qu'on a eue ce matin, Philippe, sur le coût du dispositif comparé au traitement actuel et si cela permet des économies du côté de l'assurance maladie. Oui, bien sûr.
Alors, on ne communique pas encore sur nos niveaux de prix parce que ce Ouais. sont des données qui sont infiniment stratégiques à ce stade-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez le prix du Sinuva, c'est un produit qui est vendu aux États-Unis à 1400 euros, on va dire pour faire simple, l'unité. Donc en bilatéral, on est à 2800, un peu moins de 3000 euros pour 3 mois de traitement. On sera sur des niveaux de prix qui sont nettement inférieurs à ça, avec une durée de traitement multipliée par 4. Donc c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, sur des traitements qui ne sont pas directement comparables, en ce sens que ce ne sont pas des inserts, mais ce sont des traitements de première ligne tels que les corticothérapies qu'a évoqué Christian, en spray en particulier, c'est des produits qui valent pas grand-chose. Néanmoins, le problème qu'a évoqué Émilie en tout début de présentation génère des coûts faramineux pour la collectivité. C'est-à-dire que des patients qui sont inobservants à leur traitement, ce sont des patients qui se dégradent, dont il faut traiter les pathologies qui se dégradent, ça coûte cher. Des patients qui sont, je dirais, en arrêt de travail régulièrement, donc ça coûte de l'argent aussi à la collectivité, qui rendent visite à leur médecin de manière extrêmement régulière également. Et donc, ce sont des coûts qui se chiffrent au niveau européen en plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc c'est absolument astronomique en coût direct plus indirect. Alors, si je puis me permettre en fait de poursuivre sur cette lignée, sur le plan médical, il est très important de savoir que les corticoïdes locaux, certes, mais quand on a une obstruction nasale devant, ça sert à rien parce qu'en fait, ça marche mal. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le nez soit libre. Alors, si le nez est libre, en général, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de problèmes, sauf si on l'a libéré sur le plan chirurgical avant. La deuxième chose, c'est que la corticothérapie Péros, qui est le traitement depuis 50 ans, voire plus, maintenant, les études internationales montrent qu'il ne faut pas dépasser 1 gramme par an parce qu'on a vraiment des conséquences extrêmement importantes. Et quand on dit 1 gramme, c'est même 500 milligrammes. Pour avoir une idée, c'est un traitement de 10 jours à 1 milligramme kilo, c'est-à-dire c'est très très peu. Et souvent, bah, une fois qu'on l'a donné, bah, c'est simplement pendant un temps et puis bah, ça revient. Et ça, c'est quelque chose de considérable, si on peut, le fait d'avoir des stents, hein, c'est tout à fait révolutionnaire parce qu'on a vraiment des diffusions locales sans passage systémique et sans avoir ces inconvénients. Puis pour dire un petit mot sur l'immunothérapie dont j'ai parlé tout à l'heure, l'immunothérapie, c'est essentiellement sur les polyposes nasocinusiennes, les syndromes de Fernand-Vidal, les problèmes pulmonaires, qui marchent bien sur les polyposes, mais ce sont des injections donc à vie et le coût d'une injection, c'est 1 500 euros et c'est 2 fois par mois, pour avoir une idée. Que ça soit sur les polyposes ou actuellement, il y a aussi sur les sinusites chroniques et autres, mais c'est tout à fait embryonnaire, suivant le même principe, donc ils sont des coûts tout à fait faramineux. Voilà, donc ça nous permet de revenir sur des systèmes. On a beaucoup réfléchi à ça avec notre expérience nationale et internationale, des produits simples à poser, à diffusion locale, et même quand il y a une obstruction, bah, dans ce cas-là, elle est levée, parce que le stent a une certaine longueur, donc il diffuse à une certaine longueur, tandis que lorsqu'on fait des pchites dans le nez, bah, s'il y a une obstruction, n'importe comment, ça s'arrête sur les quelques millimètres au niveau de l'obstruction. Voilà, toutes choses qui sont très cliniques, sans rentrer dans les détails, mais en fait, il faut aller vers la simplicité et surtout l'absence d'effets secondaires le plus possible, voire quasiment nul, par rapport en fait aux autres thérapeutiques et notamment les corticoïdes péreux que tout le monde cherche en fait à arrêter et à stopper. Très très clair. Merci beaucoup. On retient que c'est simple, efficace et économique. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté des Wisiders? On a encore le temps pour... Ouais, parfait, j'en vois Oui. une. Alors, le stent a une action de diffusion du médicament ou une action mécanique? Question de Catherine. Alors, Allez, Émilie, on te laisse la main. merci. C'est vraiment une action de diffusion. C'est un,
Il n'y a pas d'action mécanique, contrairement à d'autres produits qu'on place parfois dans la cavité nasale. Là, il n'y a pas d'action mécanique, c'est vraiment une formulation innovante. Donc, le principe, c'est de la diffusion à travers une matrice. Il faut imaginer une matrice de polymère dans laquelle est chargé le corticostéroïde et il va diffuser lentement à travers cette matrice. Donc c'est l'exact contraire des stents pour les coronaires qui ont principalement un effet mécanique et le médicament va avoir un effet secondaire à cette action mécanique qui vise à élargir un orifice existant. Pour nous, c'est du coup l'inverse de ça. C'est le patch du nez, pour répondre à votre question qui Voilà, vient d'être posée à exactement. l'instant. Le patch C'est du nez, exactement le d'accord. produit, par exemple, qu'on a des antalgiques, donc avec les patchs au long cours, que ce soit des morphiniques ou autres. Là, en l'occurrence, ça n'est pas, mais c'est des traitements effectivement à diffusion très lente et locale. Exactement, c'est le patch du nez, on peut l'appeler comme ça. Patch du nez, C'est je vrai. pense que là, on a une bonne idée marketing là, à creuser. Le patch du nez. Très clair, Merci merci Catherine. pour cette réponse. Envoyez-nous votre RIB, on s'occupe de tout. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté des WeSeeders? Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Dans ce cas-là, ce que je propose aux WeSeeders et pour ceux qui regarderont ce live en replay, d'aller sur le site. N'hésitez surtout pas à poster vos questions. On est très réactif avec Philippe. Nous, pour tous les sujets concernant la souscription, concernant l'investissement, on vous accompagne tout au long du processus. Et bien sûr, l'équipe Diagnostic et Philippe seront là pour vous répondre à toutes les questions un petit peu plus techniques liées au projet et à la solution développée. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site, consulter, rejoindre l'aventure et continuer à suivre les avancées. Peut-être que je vous laisse l'équipe avec le mot de la fin et on pourra finaliser avec ce live. Merci Erwan Pablo. Bah, je vais juste voilà, remercier les WeSeeders et vous remercier également d'avoir organisé ce live. Évidemment, remercier mes coreligionnaires Christian et Émilie pour leur brillante présentation. Et puis, un petit mot de la fin. Donc, vous avez vu sur cette fameuse slide deux sociétés concurrentes. Il faut vraiment avoir en tête que Diagnostic, c'est une société qui a un produit, une technologie unique. Et il y a très peu de sociétés dans le paysage qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, les deux sociétés que vous avez vues sont des sociétés américaines. Et en Europe, à notre connaissance, sur les sujets sur lesquels on travaille, nous sommes aujourd'hui les seuls. Donc, je pense qu'on peut être fier d'avoir une société française qui travaille sur des sujets aussi complexes, avec des produits aussi prometteurs et aussi innovants. Mais ça, c'est le résultat d'un tissu académique de très grande qualité, hein, il ne faut jamais l'oublier. De praticiens aussi de renom qui font avancer la science et puis d'une équipe qui dispose de toutes les compétences et des qualités pour amener le projet là où on espère qu'il ira. Parfait. Merci beaucoup aussi Merci. également à vous pour Merci votre à vous. disponibilité. Merci aux Merci WeSeeders beaucoup. qui sont partie prenante aussi de ce projet. Et donc, on vous attend très vite sur le site. Merci, à Merci, bientôt. au revoir. Merci, bonne soirée à Merci, tous. bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.